Ma sœur, l'enfant chéri, a délibérément fixé son mariage le même jour que le mien. Comme prévu, nos parents ont choisi d'assister à sa cérémonie. J'ai répondu, je comprends. Le jour du mariage, ils se sont précipités pour voir mon lieu de réception et sont restés bouche bée. Parce que ma sœur Sienna a toujours eu ce qu'elle voulait. J'étais la personne fiable, la discrète, celle qui aidait. J'avais l'habitude de vivre dans son ombre. Quand j'obtenais un bulletin scolaire parfait, mon père disait, ne fais pas en sorte que ta sœur se sente mal. Quand Sienna échouait à un cours, ma mère en voulait au professeur. J'ai appris très tôt à me taire. J'ai appris à ravaler ma fierté et à la cacher là où personne ne pouvait la voir. Alors, quand j'ai enfin eu une chose qui n'appartenait qu'à moi, le jour de mon mariage méticuleusement planifié pour le 12 octobre, j'aurais dû savoir qu'elle me prendrait ça aussi. Nous étions à un dîner de famille quand elle m'a souri de l'autre côté de la table. Sa voix était douce comme du poison. C'est drôle, a-t-elle dit, les yeux pétillants. Noah et moi avons fixé notre date. C'est le 12 octobre. Nos mariages sont le même jour. Mes parents ont ri. Ils ont ri comme si c'était une blague mignonne, pas une blessure. Ils m'ont regardé, attendant. Ils s'attendaient à ce que je cède, que je me soumette, que je sois la bonne fille. J'ai forcé un sourire poli. Bien sûr, ai-je dit, ma voix parfaitement stable. Ça ne me dérange pas, ils se sont tous détendus, croyant que j'avais encore cédé. Ils prennent toujours mon silence pour de la faiblesse. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, mon silence était un plan. Avant de nous plonger dans l'histoire, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où dans le monde vous regardez. Ma sœur Sienna était le soleil. J'étais l'ombre. Ça a toujours été comme ça. Dans notre famille, il y avait deux rôles. Le rôle de Sienna était d'être brillante, bruyante et aimée. Mon rôle était d'être bonne, silencieuse et serviable. J'ai appris à me faire petite. J'ai appris à replier ma fierté si fermement qu'elle n'était plus qu'un petit caillou dur dans mon estomac. Quand j'avais 10 ans, j'ai ramené un bulletin scolaire. Il n'y avait que des A. J'avais étudié pendant des semaines. J'étais fier. Je l'ai donné à mon père, Douglas. Il y a jeté un œil et l'a posé sur la table. C'est super, Emma, a-t-il dit. Puis il m'a regardé avec un soupir las. Simplement, ne fais pas en sorte que ta sœur se sente mal, d'accord? Elle est sensible. Cet après-midi-là, Sienna a ramené son bulletin. Il était couvert de C et d'un D en mathématiques. Ma mère, Marie, l'a accroché sur le réfrigérateur. Ce professeur de maths ne te comprend tout simplement pas, ma chérie, a dit maman en la serrant dans ses bras. Il ne voit pas à quel point tu es créative. J'ai regardé mon bulletin parfait sur la table, à côté du courrier indésirable. Je l'ai doucement ramassé, je l'ai plié en deux et je l'ai mis dans mon sac à dos. Mon père avait raison. Je ne devais pas la faire se sentir mal. Toute ma vie a été une collection de moments comme celui-là. Quand j'ai eu 13 ans, je voulais une petite fête, juste avec mes deux meilleurs amis. Nous mangerions des pizzas et regarderions des films. L'anniversaire de Sienna était 3 semaines plus tard. Elle voulait une fête géante avec un DJ et la moitié de l'école. Mes parents ont décidé de combiner nos anniversaires. La fête a eu lieu le jour de mon anniversaire. C'était la fête de Sienna. Les invitations étaient rose vif, sa couleur préférée. La musique était son groupe préféré. Tous ses amis étaient là. Mes deux amies se sont assises dans un coin avec moi et nous sommes partis tôt pour monter dans ma chambre. Plus tard dans la nuit, ma mère m'a trouvé en train de lire. « Pourquoi n'es-tu pas en bas » a-t-elle demandé. « Tu es impoli avec tes invités. »« Ce ne sont pas mes invités, maman, » ai-je dit doucement. « Ce sont ceux de Sienna. » Elle a soupiré, ce même soupir las. « Emma, ne sois pas dramatique. Ta sœur adore simplement faire la fête. Pourquoi dois-tu toujours rendre les choses difficiles? J'étais celle qui aidait. Quand Sienna avait un projet à rendre, c'est moi qui le tapais. Quand elle se disputait avec une amie, c'est moi qui devais l'écouter pleurer pendant des heures. Quand elle a cassé un vase, c'est moi qui l'ai aidé à le recoller et qui ai menti à nos parents. Nous jouions, disais-je. Je prenais la moitié du blâme. C'était plus facile que de se battre. Au lycée, j'aimais un garçon nommé Thomas. Il était silencieux, comme moi.
Nous étions ensemble en cours de chimie. J'ai pensé pour la première fois que peut-être quelqu'un me voyait. J'ai parlé de lui à Sienna. J'étais excité. J'ai fait l'erreur de lui dire que je pensais qu'il m'aimait bien. Une semaine plus tard, je les ai vus près des casiers. Elle riait, rejetant ses cheveux en arrière. Il portait ses livres. Quand je suis rentré à la maison et que j'ai pleuré dans ma chambre, ma mère m'a trouvé. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle m'a frotté le dos. Chérie, Sienna n'y peut rien si les garçons sont attirés par elle. Elle a simplement cette personnalité. Tu es l'intelligente. Elle est la populaire. C'est comme ça. J'ai arrêté de pleurer. J'ai réalisé à ce moment-là que pleurer ne servait à rien. Ça ne changeait pas les faits. Le fait était que je n'avais pas autant d'importance que ma sœur. Sienna avait les garçons. J'avais les bourses d'études. Quand j'ai gagné une grande bourse pour l'université, mes parents ont été heureux une minute. C'est bien, chérie, a dit papa. Ça nous fera économiser beaucoup d'argent. Le soir même, nous avons eu un grand dîner de célébration. Ce n'était pas pour ma bourse. C'était parce que Sienna avait été élue reine du bal de promo. Ma lettre de bourse est restée sur le comptoir pendant une semaine. Le trophée de la reine du bal est resté sur la cheminée pendant 1 an. J'ai appris à faire face. J'ai appris que si je voulais que quelque chose soit à moi, je devais le planifier. Je devais le contrôler. Mes sentiments étaient désordonnés. Ma famille était désordonnée, mais une liste était propre. Un emploi du temps était juste. Une réservation confirmée était un fait. Mes agendas sont devenus mon armure. J'en avais un pour l'école, un pour mon budget, un pour ma vie. Chaque tâche était une case à cocher. Chaque objectif était un élément de liste. J'ai trouvé un réconfort profond et silencieux dans la logistique. J'ai trouvé la paix dans la précision pendant que Sienna vivait une vie de chaos magnifique. J'ai construit une vie d'ordre prudent. J'ai obtenu un diplôme en logistique et en gestion de projet. J'étais doué pour ça, très doué. J'ai trouvé un emploi dans une grande entreprise à Chicago, Reed International. Je gérais des projets, des calendriers et des budgets massifs. J'étais fiable. J'étais précise. J'étais invisible. Et puis j'ai rencontré Liam Reed. Il était cadre au département des finances. Il était aussi le fils du PDG, Charles Reed. Il était intelligent, gentil, et il m'a vu. Il n'a pas seulement vu celle qui aidait. Il a vu Emma. Il aimait mes listes. Il aimait ma nature calme. Il disait qu'elle était apaisante et forte. Quand il m'a demandé en mariage, c'était la première chose dans ma vie qui me semblait appartenir à 100% à moi. Ce n'était pas quelque chose que Sienna m'avait laissé. Ce n'était pas quelque chose que je devais partager. C'était à moi. J'ai commencé à planifier notre mariage. J'ai utilisé un nouveau classeur. Il était en cuir blanc. J'avais des feuilles de calcul pour la liste des invités, le budget, les fournisseurs. J'ai réservé le lieu, le Chicago Grand. J'ai réservé la date, le 12 octobre. J'ai payé les acomptes. Chaque détail était parfait. Pendant 1 an, j'ai été purement heureuse. Et puis ce dîner est arrivé. C'est drôle, a dit Sienna, nos mariages sont le même jour. Je suis restée assise, le visage de pierre, pendant que mes parents riaient. Ils m'ont regardé, s'attendant à ce que je cède, s'attendant à ce que je sois la bonne fille une fois de plus. J'ai souri. Ça ne me dérange pas, ai-je dit. Mon silence avait toujours été mon bouclier. Ils pensaient que c'était un drapeau blanc de reddition. Ils avaient tort. Mon silence s'était durci. Ce n'était plus un bouclier. C'était une arme. Et j'allais enfin, après 29 ans, l'utiliser. Le trajet en voiture de retour de chez mes parents fut silencieux. Liam conduisait. Ses mains étaient crispées sur le volant. Les rues pluvieuses de Chicago reflétaient les feux de circulation, étalant du rouge et du vert sur le pare-brise. Je regardais droit devant moi. Je pouvais encore entendre le rire de ma mère. Quelle coïncidence. Nos filles qui se marient le même jour. On va être si occupés. Occupés. C'était le mot qu'elle avait utilisé. Pas le cœur brisé. Pas furieuse. Liam a finalement parlé. Sa voix était basse et en colère. Elle a fait ça exprès, Emma.
Je n'ai pas répondu. Je regardais simplement les essuie-glaces repousser l'eau. Va-et-vient, va-et-vient, va-et-vient. Elle connaissait ta date, a-t-il continué. Tu as envoyé les faire-part il y a 6 mois. Nous savons qu'ils en ont reçu un. Je sais, ai-je dit. Ma voix était plate. Et tes parents, ils ont juste ri. Ils pensent que tu vas annuler, n'est-ce pas? Je me suis tourné pour le regarder. Son visage était tendu. Il était en colère pour moi. C'était un sentiment nouveau, d'avoir quelqu'un de mon côté. Oui, ai-je dit. C'est exactement ce qu'il pense. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, a-t-il demandé. On peut trouver une autre date. Le lieu nous laissera probablement la déplacer. Ou on peut juste s'enfuir. Oublie-les. Oublie-les tous. J'y ai pensé. J'ai pensé à faire une valise, à prendre un avion pour Las Vegas, et à en finir. Ça semblait si facile. Ça sonnait comme un soulagement. Mais ensuite, j'ai pensé à Sienna, debout dans une robe blanche, souriante, obtenant tout une fois de plus. J'ai pensé à ma mère l'aidant, à mon père la conduisant à l'hôtel, et à tout le monde disant, c'est dommage qu'Emma ne puisse pas être là. Mais elle est toujours si compréhensive. Le petit caillou dur et familier de ma fierté ravalée était toujours dans mon estomac. Mais maintenant, il était brûlant. Non, ai-je dit si doucement qu'il a failli ne pas m'entendre. Non. Quoi? Non. Nous ne changeons pas notre date. Nous sommes rentrés à notre appartement. J'ai enlevé mon manteau et je l'ai accroché dans le placard. J'ai fait du thé. Liam me regardait, confus. Je bougeais avec ma précision silencieuse habituelle, mais à l'intérieur, quelque chose changeait. Le lendemain, ma mère a appelé. Je savais qu'elle le ferait. Emma, ma chérie, a-t-elle commencé? Sa voix était faussement enjouée. Je suis si contente de t'avoir. Je pensais à ce stupide imbroglio de mariage. Ce n'est pas un imbroglio, maman, ai-je dit. Je regardais mon classeur de mariage posé sur mon bureau. Eh bien, quoi que ce soit, ton père et moi en parlions, et c'est tout simplement logique. La liste d'invités de Sienna est tellement plus grande. La famille de Noah est immense, et elle a déjà réservé sa lune de miel. Ce n'est pas remboursable. Tu sais à quel point elle est spontanée. J'ai attendu. Nous pensons juste que ce serait mieux pour tout le monde si tu déplaçais ta date. Tu es si doué pour l'organisation. Ce ne sera pas difficile pour toi de trouver un autre week-end. Peut-être au printemps. J'ai senti la vieille sensation familière de rétrécissement. J'étais censé dire, d'accord, maman. J'étais censé être celle qui aidait. Tu comprendras, chérie, a-t-elle dit, sa voix prenant ce ton faussement compatissant. C'est juste plus important pour elle. Tout le monde ira au sien. Nous ne voulons pas que tu sois gêné ou déçu quand ton côté sera vide. Nous ne voulons pas que tu sois gêné. Les mots m'ont frappé. Ils ne me protégeaient pas. Ils me disaient que j'allais perdre. Ils avaient déjà choisi la gagnante. C'est bon, maman, ai-je dit. Ma voix était vide. Oh, bien. Elle semblait si soulagée. Je savais que tu serais la plus raisonnable. Tu nous sauves la vie, Emma. Maintenant, Sienna a besoin d'aide avec ses choix de traiteur. Je dois y aller, maman, ai-je dit, et j'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien jeté. Je suis resté assise à mon bureau pendant un long moment. J'ai regardé la pluie frapper la fenêtre. J'ai pensé à toute ma vie. J'ai pensé au bulletin scolaire, à la fête d'anniversaire, au dîner de la reine du bal. J'avais 29 ans. J'étais une professionnelle. J'avais du succès. J'étais aimé par un homme bon. Et ma famille me traitait toujours comme l'ombre d'une enfant. Ils étaient si sûrs que j'allais simplement disparaître. Ma respiration était régulière. Le calme dans ma poitrine semblait froid, mais il était fort. C'était le calme d'une décision enfin prise. J'ai ouvert mon classeur de mariage en cuir blanc. Je suis allé à la première page. Le contrat pour le Chicago Grand, le 12 octobre. Puis j'ai ouvert le tiroir de mon bureau. J'ai sorti mon agenda. C'était un agenda de direction relié en cuir noir. Ma vie était dans ce livre. J'ai tourné les pages, dépassant des mois de réunions et d'échéances jusqu'à ce que je trouve la bonne semaine. Le 12 octobre était un samedi.
Il était soigneusement entouré à l'encre bleue. À côté, j'avais écrit « Jour du mariage, 12 heures. » Le Chicago Grand, salle de bal B, j'ai pris mon stylo. C'était un lourd stylo à encre noire que Liam m'avait donné. Il était frais dans ma main. J'ai entendu la voix de ma mère dans ma tête. Tout le monde ira au sien. J'ai pressé le stylo sur le papier. Je l'ai pressé si fort que la pointe a fait une petite marque permanente sur la page. À côté de « Jour du mariage », j'ai écrit un seul mot. Confirmé. Je ne déplaçais rien. Je n'annulais rien. Je ne cédais pas. Sienna voulait ma date. Elle pouvait l'avoir, mais j'allais avoir mon mariage. L'ancien plan était mort. Le nouveau plan était né. L'ancien plan était un mariage. Le nouveau plan était une stratégie. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas envoyé de texto en colère à Sienna. Je n'ai rien publié sur les réseaux sociaux. La plus grande erreur de ma famille a été de m'apprendre que les démonstrations d'émotions bruyantes étaient inutiles. Mon pouvoir n'était pas dans l'émotion. Il était dans la logistique. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir mon ordinateur portable. Je n'ai pas annulé mon mariage. Je l'ai amélioré. J'ai appelé le Chicago Grand. Une coordinatrice nommée Sarah a répondu. Bonjour, Sarah. C'est Emma Carter. J'ai réservé la salle de bal B pour le 12 octobre. Oui, mademoiselle Carter. J'ai votre dossier juste ici. Tout semble confirmé. Je dois faire un changement, ai-je dit. J'ai regardé mon compte en banque. J'ai regardé ma limite de crédit. J'avais économisé toute ma vie en étant la personne raisonnable. Il était temps d'être autre chose. La grande salle de bal est-elle disponible à cette date, ai-je demandé. Il y a eu une pause. La salle de bal B pouvait accueillir 150 personnes. La grande salle de bal en contenait 500. C'était la salle la plus chère de la ville, avec des baies vitrées allant du sol au plafond surplombant le lac Michigan et des lustres en cristal qui coûtaient plus cher que ma voiture. Mademoiselle Carter, oui, elle est disponible, mais c'est une amélioration significative. C'est le triple du prix, et le minimum de dépenses pour la nourriture et les boissons est. Je sais ce que c'est, ai-je dit. S'il vous plaît, réservez-la pour moi. Je signerai le nouveau contrat et paierai la différence de la compte aujourd'hui. Je l'ai entendu taper. D'accord, vous êtes confirmé pour la grande salle de bal. 12 octobre, 12 heures. Merci, Sarah, ai-je dit, et j'ai raccroché. C'était la première étape. La deuxième étape était Liam. Quand il est rentré du travail, j'étais à la table de la salle à manger. Elle était couverte de feuilles de calcul. Qu'est-ce que c'est que tout ça, a-t-il demandé. J'ai amélioré la salle de bal, ai-je dit, sans lever les yeux. Tu as quoi, Emma? C'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut se le permettre? On peut, ai-je dit. Mais nous n'aurons pas à le faire. Il s'est assis. De quoi tu parles? Liam, ai-je dit, le regardant enfin. Ton père est Charles Reed. Tu es son fils. Je suis l'une de ses meilleures chefs de projet. Et ma sœur a programmé son mariage le même jour que le mien, dans le même lieu. En supposant que je serais humilié. Liam était intelligent. Il a commencé à voir les pièces s'emboîter. Continue, a-t-il dit. Reed International organise un gala annuel d'appréciation des cadres, ai-je dit. C'est toujours en novembre. C'est cher. Et pour être honnête, le comité d'organisation de l'année dernière a fait un travail terrible. Je me souviens, a-t-il dit, souriant un peu. Le PDG n'était pas content. Exactement, ai-je dit. Alors, je vais proposer quelque chose à ton père. Nous déplaçons le gala. Nous le fusionnons avec notre mariage. Nous le présentons comme la célébration de l'union Reed Carter. C'est un événement d'entreprise, une célébration de la famille et de la loyauté envers l'entreprise, organisée par le PDG et son fils. C'est excellent pour les relations publiques. Le sourire de Liam s'est effacé. Emma, tu veux transformer notre mariage en un événement d'entreprise. Non, ai-je dit. Je veux transformer un événement d'entreprise en mon mariage. Je veux donner à nos invités une raison d'être là. Une raison à laquelle ils ne peuvent pas dire non. Liam est resté silencieux pendant une minute entière. Il a regardé mon visage. Il a vu le calme,
froid et fort. Il a vu l'étincelle. Il a pris son téléphone. Il a composé le numéro de son père. Papa, je vais bien. Écoute, j'ai une proposition à te faire. Ça concerne le gala de novembre et mon mariage. Emma a une idée, et elle est brillante. J'ai écouté Liam lui expliquer. J'ai entendu la surprise dans la voix de son père, puis un petit rire grave. Charles Reed était un homme d'affaires. Il comprenait l'effet de levier. Il comprenait un coup de force. Passe-la moi, l'ai-je entendu dire. Liam m'a tendu le téléphone. Charles, ai-je dit. Emma, sa voix a retenti. J'adore. C'est impitoyable. C'est efficace. Ça me fait économiser de l'argent. Et c'est une super histoire. Mon fils qui épouse ma meilleure planificatrice. L'entreprise est une famille. Rédige une proposition. Envoie-la à mon assistante et aux ressources humaines. C'est maintenant une fonction officielle de l'entreprise. Merci, monsieur, ai-je dit. Et Emma. Oui. Assure-toi d'embarrasser cette sœur à toi. Je n'aime pas les tyrans. Je le ferai, monsieur, ai-je dit. Cette nuit-là, j'ai rédigé le courriel aux équipes des ressources humaines et des événements de Reed International. Objet, événement officiel, le gala de l'Union Reed Carter. 12 octobre. Conformément à la directive du PDG, le gala annuel des cadres est reprogrammé et fusionné avec le mariage de Liam Reed et Emma Carter. Ce sera un événement phare célébrant les valeurs fondamentales de notre entreprise que sont la famille et l'engagement. L'événement se tiendra dans la grande salle de bal du Chicago Grand le samedi 12 octobre. Votre invitation formelle suivra. La présence de tous les cadres supérieurs, chefs de département et partenaires clés est requise. Veuillez marquer vos calendriers. J'ai appuyé sur envoyer. La troisième étape était la liste des invités. Ma famille pensait que c'était une bataille de cousins et de vieux amis. Ils avaient tort. C'était une guerre de logistique. Sienna et moi partagions une grande partie de la même liste d'invités familiaux. Tantes, oncles, cousins, beaucoup d'entre eux travaillaient en ville. Et il se trouve qu'un nombre étonnamment grand d'entre eux travaillaient pour Reed International ou pour des entreprises qui faisaient affaire avec Reed International. Ma tante Carole, la sœur de ma mère, était directrice dans notre département de comptabilité. Mon oncle Marc dirigeait une imprimerie qui s'occupait de tous nos rapports d'entreprise. Mon cousin David était un jeune cadre qui essayait d'obtenir une promotion. J'ai ouvert ma feuille de calcul. J'ai fait 2 listes, personnelles et professionnelles. La liste de Sienna n'était que familiale. Ma liste était une toile. Ma liste était un levier. Tante Carole recevrait son invitation. Elle verrait le logo de Reed International. Elle verrait « Présence requise ». Elle verrait le nom du PDG. Qui allait-elle choisir? La nièce qui était la belle-fille du patron de son patron, ou l'autre nièce. Sienna organisait une fête. J'organisais une prise de contrôle d'entreprise. Pas de cris, pas de larmes, juste une exécution sans faille. Les 3 mois suivants furent un tourbillon de travail silencieux et parfait. Mon appartement est devenu un centre de commandement. Pendant que Sienna publiait sur les réseaux sociaux des photos de ses essayages de robes et de ses dégustations de gâteaux en utilisant le hashtag #MariageCarter12, j'étais silencieuse. Ma famille a pris mon silence pour une reddition. Ma mère a appelé quelques fois. Je suis si contente que tu aies été raisonnable à ce sujet, Emma, a-t-elle dit. Maintenant, Sienna a vraiment besoin d'aide pour adresser ses invitations. Tu as une si belle écriture. Pourrais-tu venir ce week-end pour aider? Je suis désolé, maman, ai-je dit en regardant une pile de 350 enveloppes. Je suis occupé avec un projet majeur pour le travail. Tu travailles toujours, a-t-elle soupiré. Tu devrais essayer de t'amuser plus, comme ta sœur. J'y penserai, ai-je dit. Au revoir. Mon projet était un chef-d'œuvre. Les invitations furent le premier coup. Ce n'étaient pas de simples cartes dans une enveloppe rose. C'étaient des cartons épais de couleur crème avec une calligraphie noire gravée. En haut, il y avait un monogramme personnalisé, RC pour Reed Carter. En bas, en petite police élégante, se trouvait le logo de Reed International. Nous les avons envoyées par coursier, pas par la poste. Elles sont arrivées dans des boîtes argentées. Ce n'étaient pas des invitations. C'étaient des convocations.
Liam m'a regardé passer des heures sur le plan de table. Je n'ai pas seulement acheté un tableau. J'ai fait installer un tableau blanc magnétique de 2 mètres de long dans notre salon. Il était couvert de centaines de cartons nominatifs. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il demandé une nuit. Il m'a trouvé à 2 heures du matin, en robe de chambre, déplaçant des noms. « Je construis une cage », ai-je murmuré. Il a regardé de plus près. Il a vu ce que je faisais. Je ne plaçais pas les gens par famille. Je les plaçais par influence. J'ai mis ma tante Carole, directrice de la comptabilité, à une table avec le directeur financier. Elle serait si flattée et si terrifiée qu'elle n'oserait même pas aller aux toilettes, encore moins à un autre mariage. J'ai mis mon oncle Marc, l'imprimeur, à une table avec tout le conseil d'administration. Le contrat de son entreprise était sur le point d'être renouvelé. Il n'irait nulle part. J'ai placé chaque membre de la famille dont je savais qu'il avait répondu présent au mariage de Sienna, et je les ai entourés de leurs patrons, de leurs plus gros clients ou de leurs subordonnés directs. Je les piégeais. Ils entreraient dans cette salle de bal, verraient le bar ouvert, l'orchestre de 10 musiciens et le PDG de l'entreprise, et ils ne partiraient pas. Ils ne pourraient pas. Liam m'a regardé, un air d'admiration sur le visage. « Tu es terrifiante » a-t-il dit. « Je suis méticuleuse » ai-je répondu. Il s'est approché et a mis ses bras autour de moi. J'étais raide, toujours concentré sur le tableau. « Tu es calme » a-t-il dit en me massant les épaules. Je ne t'ai jamais vu aussi calme. J'ai arrêté de bouger les petits aimants. Je me suis appuyé contre lui. J'ai appris des meilleurs, ai-je dit. Ma voix était très basse. Ma famille m'a appris tout ce que je sais. Ils m'ont appris à être invisible. Ils m'ont appris à observer. Ils m'ont appris que la personne qui semble n'avoir aucun pouvoir est celle que l'on doit surveiller. Je me suis tourné pour le regarder. J'ai appris de leurs erreurs. Leur plus grande erreur a été de m'apprendre que ma voix n'avait pas d'importance. Alors, j'ai appris à utiliser d'autres choses. J'ai appris à utiliser des feuilles de calcul. J'ai appris à utiliser des contrats. Et j'ai appris à utiliser leurs propres ambitions contre eux. Leur plus grande erreur, ai-je dit, a été de penser que je serais toujours silencieuse. La dernière pièce du plan était le lieu lui-même. J'ai eu une dernière visite avec Sarah, la coordinatrice, 2 semaines avant la date. Elle était pâle et avait l'air nerveuse. « Mademoiselle Carter » a-t-elle dit en se tordant les mains. « Nous avons un problème. Je suis tellement désolée. Je ne sais pas comment cela a pu être réservé 2 fois. Je l'ai juste regardé. » L'autre mariage, a-t-elle dit, salle de bal B le 12. Ils ne veulent pas déplacer leur date. Ils insistent. Quel est le nom sur la réservation, ai-je demandé, bien que je le sache déjà. C'est Carter. Sienna Carter. A-t-elle un lien de parenté? Je lui ai offert un petit sourire discret. C'est ma sœur. Les yeux de Sarah se sont écarquillés. Oh, mon Dieu. Mademoiselle Carter, c'est un désastre. Que allons-nous faire? Tous vos invités, le PDG, les cadres, la presse. Sarah, ai-je dit. J'ai sorti mon propre agenda. Je l'ai ouvert à ma liste de contrôle final. Mes fournisseurs sont tous confirmés. Le repas pour 500 personnes est confirmé. L'orchestre est confirmé. Le service de sécurité pour Monsieur Reed est confirmé. Rien n'a changé. Mais votre sœur dans le même bâtiment, le même jour. La confusion, les invités. J'ai levé les yeux vers les énormes lustres en cristal de ma salle de bal. J'ai regardé le grand escalier où je ferais mon entrée. Puis j'ai pensé à la salle de bal B. Elle était petite, à l'arrière de l'hôtel, près des cuisines. J'ai refermé mon classeur d'un coup sec. Le son était net et final dans l'immense pièce vide. Même date, même lieu, ai-je dit. Voyons qui recevra les applaudissements. Le matin du 12 octobre, la pluie est arrivée. Ce n'était pas une brume douce et romantique. C'était une pluie froide et dure de Chicago. Elle frappait les fenêtres de la suite de l'hôtel en nappe. Je suis resté debout à regarder le ciel au-dessus du lac. Il était gris et en colère. La plupart des mariés auraient été contrariés. Elles auraient vu la pluie comme un mauvais présage. Je l'ai vue comme une purification. Elle lavait la ville. Elle lavait mon ancienne vie. J'étais dans la suite présidentielle du Chicago Grand.
C'était une courtoisie, Charles Reed avait insisté. Elle était plus grande que tout mon appartement. Liam était dans la chambre voisine, se préparant avec ses garçons d'honneur. J'étais seul, exactement comme je le voulais. Ma robe était suspendue à un crochet près de la fenêtre. Elle était simple, élégante et intemporelle. Ce n'était pas une robe de princesse. Je n'étais pas une princesse. J'étais une chef de projet. Une équipe de coiffeurs et de maquilleurs est arrivée à 9 heures. C'étaient les meilleurs de la ville, également envoyés par Charles. Ils se sont affairés autour de moi. Vous êtes la mariée la plus calme que j'ai jamais vue, a dit la maquilleuse en me poudrant le visage. N'êtes-vous pas nerveuse? Non, ai-je dit en regardant mon reflet. Mes yeux étaient clairs. J'ai tout prévu. Elle a ri, pensant que je parlais du plan de table. J'étais calme. Je n'étais pas nerveuse. Je n'étais pas excitée. Je n'étais même plus en colère. J'étais un moteur. J'étais un plan en action. J'avais passé les 3 derniers mois à cocher chaque case, à confirmer chaque fournisseur et à verrouiller chaque pièce. Il ne restait plus qu'à regarder les choses se dérouler. Mon téléphone a sonné à 10h30. Je savais qui c'était. J'ai regardé l'écran. Maman. J'ai décroché. Bonjour, maman. Emma. Sa voix était aiguë et fausse. Elle semblait agitée. Chérie, j'appelais juste pour prendre de tes nouvelles. Je vais bien, ai-je dit. La maquilleuse travaillait sur mes yeux. Je n'ai pas scié. Oh, bien. Bien. Écoute, ma chérie. C'est une journée tellement folle. Ta sœur? Eh bien, elle est sur les nerfs. Elle est si émotive. Tu sais comment elle est. La pluie la rend frénétique. Elle pense que c'est un mauvais signe. Elle devrait, ai-je pensé. Je suis sûr qu'elle ira bien, ai-je dit. Ma voix était monotone. Oui. Eh bien, elle s'est éclaircie la gorge. Je voulais te demander quelque chose, comme une faveur pour moi et pour Sienna. C'est son grand jour, chérie. Elle est si sensible. J'ai attendu. La maquilleuse a suspendu son pinceau en l'air. Ne sois pas jalouse, d'accord, a dit ma mère. Sa voix était suppliante. Je sais que c'est difficile pour toi. Je sais que tu es probablement déçu, mais s'il te plaît, ne fais rien pour la contrarier aujourd'hui. Ne fais pas de scène. Sois juste la gentille fille que je connais. Laisse-la avoir ce jour. S'il te plaît, Emma, ne sois pas jalouse. Les mots flottaient dans l'air. Ne sois pas jalouse. Il me voyait toujours comme l'enfant avec le bulletin scolaire. Il pensait toujours que c'était moi qui ferais une scène. Il n'avait aucune idée. Il n'avait aucune idée de qui j'étais. Le calme froid et dur dans ma poitrine s'est installé. C'était un bloc de glace. Dis-lui de ne pas s'inquiéter, maman, ai-je dit. Ma voix était parfaitement claire. Je ne me mettrai pas sur son chemin, j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire merci. Je me suis regardé dans le miroir. La maquilleuse me fixait. Tout va bien, a-t-elle demandé. Oui, ai-je murmuré. Plus maintenant. Quoi? Tout est parfait, ai-je dit plus fort. Vous pouvez continuer. À 11h45, j'étais dans ma robe. Liam a frappé et est entré. Il portait un smoking noir. Il était beau et fort. Il était mon partenaire. Il était la seule personne qui me voyait. Il s'est arrêté quand il m'a vu. Emma, tu as l'air prête, ai-je demandé. Il a souri. Il savait ce que je voulais dire. Prête, a-t-il dit. Il m'a tendu mon bouquet de cala blanc. Mon téléphone a de nouveau vibré. C'était un texto. Celui-ci venait de Sarah, la coordinatrice de l'hôtel. Mademoiselle Carter, disait-il, juste pour confirmer, la signalisation du hall est en place comme vous l'avez demandé. Nous recevons quelques plaintes de l'autre partie, mais la sécurité de votre beau-père s'en occupe. J'ai souri. C'est l'heure, ai-je dit à Liam. Nous avons marché jusqu'à l'ascenseur privé. Nous n'avons pas parlé. Nous n'en avions pas besoin. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur la mezzanine. Nous pouvions entendre l'orchestre jouer. Nous pouvions entendre le bourdonnement bas et régulier de 500 personnes.
J'ai regardé par-dessus le balcon. Le hall était grandiose. Il était rempli de marbre et de fontaines. Et juste au centre, sur un écran électronique géant, se trouvaient les deux panneaux. Grande salle de bal A, 2e étage, le gala de mariage Reed Carter. 12h, salle de bal B, niveau inférieur. Sienna et Noah. 12h, la salle de bal B était au sous-sol, à côté des cuisines. Le plan était en marche. Les pièces étaient toutes en place. À 11h55, je me tenais à l'arrière de la grande salle de bal. Les portes mesuraient 6 mètres de haut, faites de bois sombre et sculpté. L'orchestre jouait un prélude doux. À l'intérieur, chaque siège était occupé. Je pouvais voir les lustres. Ce n'était pas de simples lumières. C'étaient des cascades de cristal, brillant comme des étoiles capturées. La pièce était drapée de soie blanche. L'allée était une rivière de pétales de roses blanches. Mon père, Douglas, n'était pas là. Ma mère, Marie, n'était pas là. Il m'avait appelé ce matin. Il avait l'air abattu. Emma, je dois accompagner Sienna. C'est ta sœur. Elle est complètement perdue. Elle a besoin de moi. Tu es la forte. Tu as toujours été la forte. Tu as Liam. Tu comprendras. J'avais parfaitement compris. C'est bon, papa, avais-je dit et j'avais raccroché. Il l'avait choisi. Il l'avait toujours choisi. C'était le dernier petit morceau de moi qui avait besoin de se briser. Et il l'a fait. La vieille Emma faible qui voulait juste que son père la choisisse est finalement morte. Êtes-vous prête, ma chère, a dit une voix. Je me suis retourné. Charles Reed, mon beau-père, se tenait à côté de moi. Il était grand et imposant dans son smoking. Il avait l'air puissant. Il avait l'air fier. Il ne vient pas, n'est-ce pas, a demandé Charles. Ce n'était pas vraiment une question. Non, monsieur, ai-je dit. C'est un imbécile, a simplement dit Charles. Il choisit un seul moment bruyant plutôt qu'une vie de loyauté. C'est un mauvais investissement. Liam a de la chance de t'avoir. Nous avons de la chance de t'avoir. Il m'a tendu son bras. Allons-y. J'ai pris son bras. Ce n'était pas une mariée conduite à l'autel par son père. C'était une reine escortée à son trône par son roi. C'était une fusion. C'était une alliance. À midi pile, l'orchestre s'est amplifié. Les grandes portes en bois se sont ouvertes. Toute la salle s'est levée. 500 personnes. La lumière des lustres était aveuglante. Les flashs des photographes de la section presse, Charles avait invité la page mondaine du Chicago Tribune, ont commencé à crépiter. Je n'ai pas regardé les visages. J'ai regardé droit devant moi, vers Liam. Il se tenait à l'autel, me souriant. En marchant, j'ai entendu les chuchotements. J'étais censé les entendre. C'est elle. Emma. Vous imaginez, sa sœur au sous-sol? J'ai entendu dire que Sarah de la Contaille est allée par erreur. Elle a dit qu'il y a 20 personnes. C'est Charles Reed qui l'a conduit à l'hôtel. Où est son père? À l'autre mariage. Vous imaginez le culot? J'ai entendu dire que la moitié des invités de Sienna sont ici. Il n'oserait jamais manquer un événement obligatoire. Mon Dieu, regardez-la. Elle ne pleure même pas. Elle est belle, mais elle est si calme. C'est presque froid. J'ai atteint l'hôtel. Charles a placé ma main dans celle de Liam. Prends soin d'elle, mon fils, a-t-il dit. Je le ferai, a dit Liam, ses yeux ne quittant jamais les miens. La cérémonie fut rapide. Elle fut élégante. Nous avions écrit nos propres vœux. Ceux de Liam étaient magnifiques. Il a parlé de ma force, de mon calme et de la manière silencieuse et puissante dont je l'aimais. Il a dit que j'étais l'encre de sa vie. Puis ce fut mon tour. Je l'ai regardé. Je ne jouais pas un rôle. À cet instant précis, dans cette salle pleine de stratégie, c'était la seule chose pure et vraie. Liam, ai-je dit, ma voix claire et stable. Elle a porté à travers le microphone jusqu'à chaque coin de la pièce. Tu as été la première personne à me voir. Tu ne m'as pas demandé d'être plus petite. Tu ne m'as pas demandé d'être plus silencieuse. Tu m'as simplement vu. Tu as vu ma force, et tu n'en as pas eu peur. Tu es mon partenaire.
Aujourd'hui, tu es mon mari. Je t'aime. Je n'ai pas pleuré. Ma voix n'a pas tremblé. C'était un fait. C'était un contrat. C'était une promesse. Nous avons échangé les alliances. Je vous déclare maintenant mari et femme, a dit l'officiant. Liam m'a embrassé. Les applaudissements furent un coup de tonnerre. Ils n'étaient pas polis. Ils étaient bruyants et écrasants. L'orchestre a éclaté dans un morceau de musique joyeux et envolé. Je suis resté là, tenant la main de mon mari. J'ai regardé les 500 personnes qui applaudissaient pour moi, pour nous. J'ai pensé à mon bulletin scolaire caché dans mon sac à dos. J'ai pensé à ma fête d'anniversaire combinée. J'ai pensé au trophée de la reine du bal sur la cheminée. Toute ma vie, j'avais été silencieuse. Maintenant, j'étais silencieuse, et toute la salle faisait du bruit pour moi. Mon silence était enfin devenu de la musique. La réception battait son plein. Nous étions passés de la cérémonie à la salle de bal principale où le champagne coulait à flots et où l'orchestre de 10 musiciens jouait. La salle bourdonnait. Liam et moi étions à la table d'honneur, sur une estrade surélevée. Nous étions assis avec Charles Reed et les autres membres du conseil d'administration. Nous étions la royauté. Nous venions de terminer notre première danse. J'étais assise, sirotant mon champagne, observant la foule. J'ai vu tante Carole rire avec le directeur financier. J'ai vu oncle Marc dans une conversation profonde et sérieuse avec un vice-président. Ma toile tenait. Chaque personne était exactement là où j'avais prévu qu'elle soit. Puis les portes se sont ouvertes avec fracas. La musique ne s'est pas arrêtée. Pas au début. Mais une vague de silence a traversé la pièce alors que les gens se tournaient pour regarder. Là, dans l'embrasure de la porte, se trouvait Sienna. Elle portait sa robe de mariée. Elle était jolie, mais ce n'était pas ça. Elle ressemblait à une enfant en costume. Ses cheveux étaient en désordre et son maquillage coulait sur son visage. Elle était rouge vif. Derrière elle se tenait Noah, son nouveau mari. Son visage était blanc de fureur, et derrière eux, l'air petit et perdu, se trouvaient mes parents. Mon père, Douglas, avait l'air d'être sur le point de vomir. Ma mère, Marie, semblait simplement confuse. Sienna a balayé la pièce du regard. Ses yeux étaient fous. Elle a vu les lustres. Elle a vu l'orchestre. Elle a vu les centaines de personnes en smoking et en robe de soirée. Puis elle m'a vu. Toi, a-t-elle crié. L'orchestre s'est arrêté. La pièce est devenue complètement silencieuse. C'est toi qui as fait ça, a-t-elle hurlé en me montrant du doigt. Elle a commencé à marcher, trébuchant sur sa propre robe, vers la table d'honneur. Qu'est-ce que c'est, Emma? Qu'est-ce que tu as fait? Ma mère a couru derrière elle. Sienna, chérie, arrête. Non, a hurlé Sienna. Elle a regardé la foule. Elle a vu notre famille. Tante Carole, oncle Marc, David, qu'est-ce que vous faites tous ici? Vous aviez répondu présent à mon mariage. Vous étiez censé être à mon mariage. Tante Carole avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse. Elle était figée, terrifiée, regardant Charles Reed. Pourquoi tous mes invités sont-ils ici, a finalement hurlé Sienna. Les mots ont résonné dans l'immense salle silencieuse. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai simplement regardé. Mon père a posé sa main sur son bras. Sienna, s'il te plaît. Allons-y. On fait une scène. Elle a volé mes invités. A sangloté Sienna, en me montrant du doigt. C'est elle. Elle a ruiné mon mariage. Finalement, Charles Reed s'est levé. Il mesurait 1,93 m. Il commandait une autorité absolue. Il a pris le microphone. Sa voix n'était pas en colère. Elle était froide. Elle était finale. Excusez-moi, a-t-il tonné. Le son a fait sursauter Sienna. Je crois que vous vous êtes trompé de salle de bal. Ceci est un événement d'entreprise privée, sur invitation seulement. C'est le mariage Reed Carter. Mon père s'est avancé. Charles, monsieur Reed, s'il vous plaît. C'est une affaire de famille. C'est mon autre fille, Sienna. C'est juste un malentendu. Charles l'a regardé de haut. Douglas, a-t-il dit, et mon père a tressailli. Il n'y a aucun malentendu. Vous avez 2 filles.
Il semble que vous ayez choisi d'assister à un mariage. J'ai choisi d'assister à celui de mon fils, tout comme tous nos employés et nos partenaires commerciaux. Il a fait un geste vers la salle. Ce sont nos invités. Vous entrez sans autorisation. Veuillez partir. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Noah, qui était resté silencieux, a soudainement attrapé le bras de Sienna. Sa voix était basse et tremblait de rage. Mais dans le silence de mort, nous l'avons tous entendu. Tu avais dit que ça l'humilierait, a-t-il marmonné, le visage pâle. Tu avais dit qu'elle était pathétique. Tu avais dit qu'elle annulerait. Tu avais dit que tout le monde te choisirait. Le micro a capté ces mots. L'humilierait. Annulerait. Te choisirait. Le visage de Sienna s'est décomposé. Elle a regardé Noah, puis moi. Elle avait été démasquée. Ce n'était pas une erreur. C'était une attaque ratée. Toi, a-t-elle murmuré en me regardant. Je te déteste. Sécurité, a dit Charles Reed, sans même élever la voix. Deux grands hommes en costume noir qui se tenaient près de la porte se sont avancés. Ils étaient doux mais fermes. Madame, monsieur, vous devez nous suivre maintenant. Ne me touchez pas, a hurlé Sienna, mais il n'y avait plus de combativité en elle. Elle était juste en plein désarroi. Noah ne l'a même pas regardée. Il s'est simplement retourné et est sorti. Ma mère et mon père l'ont suivi, la tête basse. Mon père ne voulait pas me regarder. Sienna était la dernière. Elle sanglotait, un son horrible et laid. Alors que les gardes de sécurité l'escortaient dehors, ses yeux ont croisé les miens une dernière fois. J'ai vu le choc. J'ai vu la haine. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu la peur. Elle avait peur de moi. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas froncé les sourcils. J'ai juste soutenu son regard. Je ne ressentais absolument rien. Les hautes portes en bois se sont refermées dans un claquement. Le silence qui a suivi était plus lourd que le précédent. 500 personnes me regardaient. Elles venaient d'assister à un effondrement familial complet. Elles avaient vu la vérité brute et laide. Mon cœur battait. Doum, doum, doum. Il était régulier. La main de Liam a trouvé la mienne sous la table. Il l'a serrée. Ils sont partis, a-t-il murmuré. J'ai pris une lente et profonde inspiration. Le bloc de glace dans ma poitrine fondait. Je me sentais légère. Je sais, ai-je murmuré en retour. Je me suis tourné vers Liam. J'ai souri. Un petit sourire, un vrai. Il m'a souri en retour, les yeux pleins d'amour et de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De l'admiration. J'ai pris ma coupe de champagne. Les bulles montaient à la surface. Je ne me suis pas levé. Je n'en avais pas besoin. J'ai légèrement levé la coupe, d'abord vers Liam. Il a levé la sienne. Puis je l'ai levée vers Charles. Il a levé la sienne, ses yeux plissés d'approbation. Puis j'ai regardé la salle. J'ai trouvé tante Carole. Elle me regardait, le visage pâle. Elle avait l'air terrifiée, comme si elle allait être renvoyée pour être apparentée à Sienna. J'ai soutenu son regard. J'ai levé ma coupe vers elle. Je lui ai fait le plus petit, le plus infime des hochements de tête. Ses épaules se sont affaissées de soulagement. Un faible sourire est apparu sur son visage. Elle a levé sa coupe en retour. C'est fini. Mon hochement de tête disait, vous êtes en sécurité. Le bon choix a été fait. L'équilibre est restauré. Charles Reed a fait signe au chef d'orchestre. Le chef du quatuor a hoché la tête. Il a levé son archet et une mélodie douce et belle a commencé à jouer. C'était du Vivaldi. C'était élégant. C'était paisible. La tension dans la salle s'est dissipée. C'était comme un ballon qui se dégonfle. Les gens ont recommencé à parler. Ils ont recommencé à rire. Puis un invité à une table de devant s'est levé. C'était un cadre que je connaissais du département des finances. Il a levé son verre. À Emma et Liam, a-t-il crié. Soudain, tout le monde était debout. Tout le monde levait son verre. À Emma et Liam. Les applaudissements ont recommencé. Ils étaient plus chaleureux cette fois. Ce n'était pas le tonnerre de la cérémonie. C'était une vague de soutien sincère. Ils n'applaudissaient pas ma vengeance.
Ils applaudissaient notre grâce. Ils applaudissaient le fait que la tempête était passée et que nous étions toujours debout, indemnes. Comme l'a dit l'invité, ce n'étaient pas des applaudissements pour la vengeance. C'était pour l'équilibre. Le reste de la réception fut parfait. Liam et moi avons dansé notre première danse. Ça va, a-t-il murmuré à mon oreille, sa main forte sur mon dos. Je suis en paix, ai-je dit. Et je l'étais. Le petit caillou dur de fierté dans mon estomac avait disparu. Il était parti depuis des mois. Je ne m'en étais tout simplement pas rendu compte. Les gens sont venus à notre table toute la nuit. Un mariage magnifique, Emma. Vraiment éblouissant. Votre sang-froid est remarquable. Félicitations, Liam. Vous êtes un homme chanceux. Elle est unique en son genre. Personne n'a mentionné la scène. Personne n'a mentionné ma sœur. C'était comme si cela ne s'était jamais produit. Le monde de l'entreprise savait comment gérer une situation hostile. On l'escorte hors du bâtiment et on n'en parle plus jamais. Plus tard, j'ai dansé avec Charles. Tu as bien agi, Emma, a-t-il dit en me guidant sur la piste. Tu as géré cette interruption avec classe. C'était une affaire d'entreprise, ai-je dit simplement. Il a ri, un son profond et riche. Oui, ça l'était. Bienvenue dans la famille, Emma. Tu es une vraie ride. C'était, je pensais, l'approbation que j'avais attendue toute ma vie. Et elle ne venait même pas de mon propre père. Elle venait d'un homme qui comprenait la force. Alors que la nuit se terminait, Liam et moi étions à notre table, observant simplement. L'orchestre jouait un dernier morceau doux. J'ai aperçu mon reflet dans le cristal de ma flûte de champagne vide. Mon visage était calme. Mes yeux étaient clairs. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'air entière. J'ai souri faiblement au reflet. Elle m'a souri en retour. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans la suite présidentielle. La pluie était partie. Le ciel gris et en colère avait été nettoyé. Une lumière vive et claire brillait sur la ville, faisant scintiller le lac comme un champ de diamants. Je me suis levé, j'ai enfilé l'un des épais peignoirs blancs de l'hôtel et je suis allé dans le salon. J'ai fait du café. J'aimais le rituel, le son des grains qui se moulent, l'odeur, le goutte-à-goutte régulier et rythmé. C'était une encre. C'était une petite pièce d'ordre silencieuse. Liam dormait encore. Je me suis assise sur le canapé, regardant la ville. Sur la table basse devant moi se trouvaient deux choses. La première était notre certificat de mariage officiel et signé. La seconde était mon agenda relié en cuir noir. J'ai siroté mon café. Il était chaud et fort. J'ai regardé mon téléphone qui était sur la table. Il était silencieux. Il n'y avait pas de nouveaux messages. Pas de texto en colère de Sienna. Pas d'appel manqué de ma mère. Pas de « il faut qu'on parle » de mon père. Rien. Le silence de leur part était absolu. C'était le silence de la défaite, le silence de la honte. Ils avaient joué leur seule carte, la carte « Sienna est plus importante », et je ne l'avais pas seulement bloquée. J'avais brûlé tout le jeu. Ils n'avaient plus de coups à jouer. Ils n'avaient rien à dire. J'ai pensé à hier. J'ai rejoué la scène à la porte. Le visage rouge et hurlant de Sienna. Celui, pâle et honteux, de mon père. J'ai attendu de ressentir quelque chose. La colère, la tristesse, la culpabilité, même la joie. Je n'ai rien ressenti. Ce n'était pas un rien froid et glacial. C'était un rien chaleureux et paisible. C'était la sensation d'une fièvre qui est enfin tombée. Le drame était terminé. L'infection était partie. J'étais juste en bonne santé. Toute ma vie, je m'étais replié sur moi-même pour survivre. J'ai rendu mes accomplissements plus petits. J'ai rendu ma voix plus silencieuse. J'ai fait disparaître mes besoins. Je me suis plié en une chose minuscule, aux arêtes vives et invisibles, juste pour tenir dans le petit espace exigu que ma famille me donnait. Hier, je m'étais déplié. J'ai déplié mon ambition. J'ai déplié mes économies. J'ai déplié mon intelligence. J'ai déplié mes relations. J'ai déplié toute la colère silencieuse et précise que j'avais accumulée pendant 29 ans. Je l'ai étalée. Je l'ai exposée dans la grande salle de bal sous des lustres en cristal pour que 500 personnes la voient. Et c'était grand. C'était puissant.
C'était magnifique. Liam est sorti, les cheveux en désordre après avoir dormi. Il a souri en me voyant. Bonjour, Madame Reed. C'était la première fois qu'il m'appelait comme ça. Ça sonnait juste. Ça sonnait solide. Ça sonnait comme un fait. Il s'est approché et a mis ses bras autour de moi par derrière, m'embrassant l'épaule. Comment te sens-tu? Paisible, ai-je dit. Je me sens. Fini. Bien, a-t-il dit. Parce que notre vol pour l'Italie part dans 6 heures. Notre nouvelle vie commence maintenant. Il est allé se chercher son propre café. J'ai de nouveau regardé la table. L'agenda. Il avait été mon arme. Il avait été mon armure. J'avais vécu dans ce livre pendant 3 mois. Je l'ai pris. Il semblait lourd. Je l'ai ouvert au 12 octobre. La page était remplie de mon encre noire soignée. 12h cérémonie. 12h30 cocktail. 13h30 réception. Vérifier tante Carole. Table 4. Vérifier oncle Marc. Table 2. C'était un plan de bataille. Et la bataille était gagnée. Je suis allé à la toute dernière page du livre. C'était une page de notes vierges. J'ai pris mon lourd stylo noir. Celui que j'avais utilisé pour écrire « confirmer ». J'ai réfléchi un instant. J'ai pensé à tout ce que j'avais appris. J'ai pensé à ma mère, mon père, ma sœur. J'ai pensé à toutes les choses que j'avais voulu leur hurler pendant 29 ans. J'ai réalisé que je n'avais plus besoin de hurler. J'ai posé le stylo sur le papier et j'ai écrit une dernière phrase, stable. Certaines leçons n'ont pas besoin d'être dites. Elles ont besoin d'être vues. J'ai fermé l'agenda. La couverture en cuir a claqué. Je me suis levé, je suis allé à la poubelle dans la petite cuisine de la suite, et j'ai laissé tomber l'agenda dedans. Je n'en avais plus besoin. Je suis retourné sur le canapé et j'ai pris mon café. Je me suis assise au soleil, mon nouveau mari à mes côtés, et je me suis senti, pour la première fois de toute ma vie, complètement et parfaitement en paix.